Le seul essai de Reagan marquait 3 bonds en avant. Politique, vous l'avez compris, diplomatique, évidemment, et technologique, bien sûr. Les Français de métropole ne tardèrent pas à être avertis à leur tour de l'explosion de la bombe A le samedi 13 février à 13h55. Le son de l'explosion de Reagan a été diffusé par la RTF. Un mois après, un film que le service cinématographique des armées avait réalisé, Reagan à l'heure H, a été diffusé à la télévision. Facile à l'époque, il n'y avait pas 350 chaînes. Le film, d'ailleurs, est actuellement accessible sur Internet gratuitement et reprend en 17 minutes tout ce que je vous ai raconté en 3 heures. Ça vaut le coup de le regarder si l'idée vous intéresse. Si Reagan arrivait 15 ans après Hiroshima, ça ne signifie pas que la France avait 15 ans de retard. Malgré les bâtons dans les roues de nos alliés, les guerres, les traités, les crises politiques, eh bien, nous avions réussi. À Washington, les journalistes préfèrent... on va dire l'humour à la vérité des faits. Il s'écoulerait un long temps avant que la France ne soit une puissance nucléaire si elle parvenait jamais à l'être. En Afrique, sur la lancée de la condamnation du 20 novembre 59 à l'ONU, les protestations ont été, vous l'imaginez, très violentes. Là, on a eu droit à tout, comme si on avait déclenché le feu de l'apocalypse. La France est devenue le boucher de l'Afrique, a commis le plus grand crime de son histoire, avait, je cite encore, vendu sa grandeur d'hier pour le poids d'un atome de gloire. Un reporter de l'Evening News d'Accra au Ghana a écrit qu'il avait vu, je cite, des milliers de morts et les corps mutilés des victimes de l'explosion enterrés par les autorités françaises. Il a ému les lecteurs en écrivant, là encore je cite, « Les victimes de l'explosion de la bombe française sont des combattants de la liberté africaine que les Français ont enchaînés à des poteaux afin de servir de cobayes. » Vous voyez, les fake news ne datent pas d'hier, vous comprenez. D'ailleurs, là encore aujourd'hui, je suis encore tombé en préparant l'émission, je suis encore tombé sur des sujets qui encore aujourd'hui relatent ces choses-là, écrits il y a à peine un mois. À cause de cette bombe qui a ébranlé à peine le sol, qui n'a tué ni blessé aucun de ceux qui se trouvaient dans les baraques à 15 km de l'explosion, les journaux, en fait, ont fait l'amalgame avec un tremblement de terre qui est survenu 15 jours après l'expérience et a entraîné la mort de 15 000 personnes qui vivaient à 1500 km du point zéro, c'est vous dire. L'entrée dans le club nucléaire très fermé, dont je vous ai parlé au début, laissait espérer que désormais, un effondrement militaire de la France serait du coup impossible. L'histoire a rivé De Gaulle à l'arme atomique depuis sa conceptualisation théorique jusqu'à son accomplissement stratégique. On se souvient que dès 1943, souvenez-vous, il a su à Alger que les anglo-saxons travaillaient au projet TA, vous savez, Tube Alloys. À la Libération, il a été le confident de Dautry, de Joliot, avec qui il a eu de très longs dialogues. Il a signé en extrême urgence, souvenez-vous, le 18 octobre 1945, avant de partir, l'ordonnance qui a fait naître le CEA. Il l'a doté de prérogatives tellement exceptionnelles que le commissariat à l'énergie atomique n'a jamais cessé d'être la manufacture royale de la monarchie républicaine. Grâce au bouclier juridique dont il l'avait doté, le CEA a échappé de 1945 à 1958 à toutes les attaques qui ont voulu le jeter par terre. Jamais dans les annales de la République, on n'a vu une institution qui fût si absolument en dehors des règles communes du droit pour mener à bien un projet hors du commun, la construction de la bombe. À partir de ses propres convictions sur la guerre atomique, De Gaulle s'est opposé radicalement à toute dilution du commandement dans le cadre d'une défense européenne ou atlantique. Il ne niait pas la nécessité des alliances, qui sont évidemment des ensembles de forces qui se réunissent pour faire pièce à un autre ensemble de forces. Il niait seulement la perte du pouvoir de décision. Voilà, je cite ce qu'il dit, « L'erreur consiste à confondre l'alliance qui est bonne et l'intégration qui est mauvaise. » Francis Perrin, toujours pas l'acteur bien sûr, a eu en juillet 1968 une formule ironique mais finalement assez juste pour déterminer la démarche politique du général de Gaulle. Il voulait, je cite, « que la France ne soit pas le plus petit des grands, mais soit le plus grand des petits. » N'est-ce pas idiot ? Les Français entrèrent donc dans le club atomique au moment où les Américains changeaient, eux, de stratégie. Ça voulait dire en clair qu'au lieu de bombarder en priorité des villes, eh bien on viserait désormais des objectifs essentiellement militaires ou à valeur économique. Or, ça c'est le côté américain, les Français qui débutaient donc dans la course aux armements nucléaires n'avaient pas d'autre choix que de retenir une stratégie atomique primitive. La précision de frappe des bombardiers Mirage 4 serait satisfaisante s'ils atteignaient leur cible, mais leur rayon d'action à ce moment-là avait une portée géographique très limitée.
Le pays n'avait alors aucune fusée porteuse capable d'emporter au loin des ogives nucléaires. Il faudrait donc bombarder les villes ennemies selon une technique à l'ancienne. À partir de 62-63, il ne faut pas oublier, encore une fois, on a face à nous l'Union soviétique qui commence à Berlin-Est, donc c'est vraiment juste à côté. À partir de 62-63, les Russes disposaient, eux, de fusées intercontinentales qui pouvaient atteindre Washington, New York, Chicago, et les Américains n'étaient plus les maîtres absolus du jeu nucléaire. Il suffit de prendre d'ailleurs le métro à Washington DC pour comprendre que la ville s'était pourvue d'abris de profondeur, des refuges de fortune en cas de conflit atomique qu'on peut encore voir aujourd'hui. Cette évolution apparu presque en même temps que l'arrivée au pouvoir du président Kennedy. L'Amérique pouvait désormais être frappée à mort et il était clair qu'une révision stratégique s'imposait. Oui, souvenez-vous, là je parle de 62. 62, c'est les missiles de Cuba. De Gaulle a conçu la bombe comme une arme anticité, comme on dit. Gagner la guerre, c'est réduire en cendres les métropoles ennemies, prendre les civils pour otages, créer un chapelet de villes martyrs. La guerre atomique aurait signifié l'holocauste des cités du monde. La force de frappe serait donc une force de dissuasion, c'est-à-dire qu'elle serait la frontière immatérielle du XXe siècle. Elle fonctionne dans l'univers mental comme, si vous voulez, la nouvelle ligne Maginot. Or, en fait, elle est le contraire de la ligne Maginot. Elle est par nature une arme de l'offensive ou de la contre-offensive, destinée à porter le feu chez l'ennemi. Ce que je disais au tout début, tuer une fois quand on peut être tué 1000 fois, mais qu'importe. Lors d'entretiens qu'on peut lire aujourd'hui entre De Gaulle et Ludwig Erhard, le chancelier allemand, voilà ce que dit le général. Je cite, « Si la France fabrique un armement atomique, c'est pour pouvoir à son tour tuer n'importe qui, même les soviets. Elle pourrait n'avoir que de quoi les tuer une fois, tandis qu'eux auraient de quoi la tuer 10 fois, mais le résultat éventuel serait égal. » Très exactement ce que je viens de vous dire. Pour la première fois dans l'histoire du monde, les nations ont eu des armes qu'elles n'ont pas utilisées. Hiroshima et Nagasaki ont ouvert et refermé en fait à la fois les guerres nucléaires du XXe siècle. Pour toujours, en tout cas, j'ose le croire. À peine Valéry Giscard d'Estaing a-t-il été investi, en 1974, qu'il a fait évoluer la doctrine. Voilà ce qu'il dit. « Je refuse de fixer cet objectif de destruction en termes de population. Tant ou tant de millions d'habitants de l'Union soviétique qui périraient sous nos bombes, c'est partiellement une hypocrisie, car la population sera évidemment atteinte, mais c'est aussi l'expression d'une forme de décence devant les conséquences inévitables de son acte. » Alors évidemment, l'histoire, avec un grand H, n'est pas totalement terminée, vous vous en doutez. Car qui dit bombe, dit réacteur nucléaire, comme j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, notamment au moment de la crise du canal de Suez. Parce que fort de notre savoir-faire, on a effectivement essaimé ce savoir. C'est là que le nucléaire entre dans les relations internationales que les moins de 20 ans ne connaissent pas, mais que les gens de ma génération reconnaîtront sûrement.